Colombe Schneck, bonsoir et bienvenue, pas chez La Pérouse, car exceptionnellement cette semaine, c'est une conversation hors les murs, une conversation au Grand Palais pour le bicentenaire du Figaro. Et c'est une émission ultra corporate, puisque je suis le feuilletoniste du Figaro Magazine et vous êtes la feuilletonista du Madame Figaro. Donc on parle entre collègues, entre employés de la famille Dassault. Mais ça me fait très plaisir de vous voir pour discuter notamment de votre dernier livre, puisque ce n'est ni un roman ni un récit. Il n'y a rien d'écrit sous le titre. Il n'y a pas écrit roman, c'est un roman. Ah bah, il n'y a pas écrit roman. Alors là... C'est un roman. Bon, alors, okay, je vous montre. Ici, vous voyez que Colombe Schneck ne sait même pas ce que fait son éditeur. Donc, il y a écrit Philippe et moi, et il n'y a pas roman. Mais alors, donc, c'est un roman, vous le confirmez? C'est un roman, oui, c'est un roman. Okay. Un et roman. Philippe, c'est Philippe Roth. C'est Philippe Roth qui était assez gonflé d'écrire un roman dont le personnage est Philippe Roth, qui est pour moi le plus grand romancier qui soit. Oui. Et il lui-même l'a fait. Dans Opération Shylock, il a écrit un roman dont le héros s'appelait Philippe Roth et qui n'était pas lui. Enfin, qui n'était pas lui. Mais Philippe Roth, on en parlera, est un merveilleux professeur de littérature. Oui. Et pas que. Et pas que. Oui, c'est un livre qui explique comment sa vie amoureuse, au fond. Dans son livre, j'ai reçu Marc Wetzmann pour La part sauvage, je l'ai reçu il y a quelques mois. Il parlait de tous les sujets, mais pas beaucoup de la vie amoureuse de Philippe Roth, qui est un désastre. Et vous en parlez avec beaucoup de tendresse. Disons un désastre, disons que c'est une vie amoureuse riche, avec tout ce que ça représente comme échec. Il a été très amoureux de sa femme Claire Bloom. Il a été souvent. C'est un amoureux, c'est un grand amoureux. Oui. C'est un grand amoureux. Oui, Philippe Roth et les femmes, qui est un sujet qui a été très peu abordé de façon assez caricaturale. Philippe Roth, le misogyne. Philippe Roth qui n'aime pas les femmes. Lui était persuadé, et c'est peut-être vrai, que s'il n'a pas eu le prix Nobel, qu'il mérite bien sûr de façon intense, c'est un des grands ratages du prix Nobel, c'est parce qu'on disait de lui que c'est un homme qui n'aime pas les femmes. C'est un sujet passionnant qui n'a pas été vraiment abordé. Oui. Il y avait quelque chose à et vous en parlez très bien. Vous en parlez très bien. Mais d'abord, comme on a le même métier, je voulais un petit peu vous questionner sur vos goûts. On n'a pas les mêmes goûts d'ailleurs, hein, parce que chaque semaine, le même jour, sortent le Madame Figaro et le Figaro Magazine, et on a, je crois, jamais fait le même livre. Ah non, on fait parfois les mêmes livres, on n'est jamais d'accord. Hein. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, et je crois que c'est propre au Figaro, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Hein. Bien sûr. C'est cette liberté, que je trouve géniale ailleurs. Je travaille au Figaro depuis moins longtemps que vous, ça fait 4 ans, je crois, que je fais cette chronique. Et parfois, je me dis, je vais écrire sur ce livre, mais je vais me faire virer, quoi. C'est pas possible. Et non, je suis toujours là. Et on n'est souvent pas d'accord, j'ai remarqué. Et vous êtes sans doute plus gentil que moi. Oui. Vous faites pas tellement de descente en flammes. Là, cette semaine, j'ai vu dans le dernier numéro, il y a un bémol à la fin de votre article. Un bémol sur un livre. Si, vous dites... attendez, c'est sur le livre Les miettes de Lucas Barfus. Ouais. Vous dites... c'est peut-être ce qui manque à ce roman, précis, rapide, profond et intelligent, cette possibilité qui a été offerte à son auteur et qu'il refuse pour ses personnages. Oui, il y a... C'est le sommet de la méchanceté chez Colombe Schneck. Là, vous avez... Surtout qu'à la fin d'un article, c'est ce qu'on retient. Oui, c'est-à-dire que c'est un roman... Lucas Barfus est lui-même un enfant abandonné qui a été viré de chez lui à l'âge de 14 ans, etc. Et qui est arrivé à écrire, à publier. Et c'est un grand romancier suisse-allemand. Et son héroïne, effectivement, se heurte à un mur. Je trouvais ça peut-être pas très juste, mais on me dit que le prochain... puisqu'il suit ces personnages, l'enfant de cette héroïne va s'en sortir un peu mieux. Voilà. Donc, D'accord. Non, je trouve que ça sert à rien. Enfin, je suis une lectrice, comme vous, on est des lecteurs. Je suis une lectrice. Oui. Quand un livre me plaît pas, je lis pas. Oui. Là, je commence, ça me plaît. Je fais aucun effort de lecture. Oui. Non, mais moi, c'est différent. C'est que quand un livre me plaît pas, je me venge. Parce que j'estime qu'on m'a pris du temps de vie. Et donc, j'ai besoin de me défouler. Mais c'est chacun son système. Et je suis très heureux de vous recevoir, justement, alors pour pouvoir vous poser des questions que je pose à pas mal de mes invités.
D'habitude, je finis par ça, mais bon, exceptionnellement, j'ai envie de connaître mieux vos goûts. Alors, déjà, un livre qui donne envie de pleurer. Bon, un livre qui m'a fait pleurer, c'est D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. Oui. Je me souviens d'avoir éclaté en sanglots à la fin du livre. Vraiment? Pour la mort d'une mère Oui, que je oui, ne je me connais rappelle. pas, Oui. la belle-sœur d'Emmanuel Carrère. Pleurer pour ses enfants qui ne connaîtront pas leur mère. D'avoir de larmes, ça m'est jamais arrivé, de torrents de larmes qui sortaient de moi, et d'un certain plaisir à pleurer. Oui, bien sûr. Ouais. C'est un plaisir, oui. Un livre pour arrêter de pleurer, alors, Colombe. Bah, évidemment, Porte-Noix et son complexe de Philippe Roth. Ah. On va en parler, mais je me souviens que je lis ce livre, j'ai 16 ou 17 ans, et je ris tellement. Je suis dans la chambre de ma mère, il y a un espèce de petit canapé que je tombe par terre de rire. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il écrit tout un passage sur la constipation Je savais pas que ça pouvait écrire sur la constipation, ça me paraissait un sujet absolument pas littéraire. Oui. Pour moi, le pipi caca, c'était vraiment un truc un peu honteux. Oui. Et là, il en fait des pages et des pages et des pages. Il y a aussi beaucoup sur la masturbation. Oui, Hein, entre autres. Beaucoup. Voilà. Mais c'est ça qui me fait rire. Plus que, Oui, oui. voilà. Un livre pour crâner dans la rue. Par exemple, vous êtes au Grand Palais, là, vous vous baladez avec quel bouquin pour faire l'intéressante? Alors, je pourrais me balader avec un Proust. Je pourrais me balader avec Sodome et Gomorrhe, par exemple. Oui, surtout que Proust, je sais pas s'il mentionne le Grand Palais, mais ça se passe beaucoup aux Champs-Élysées. Et puis il a publié dans le Figaro. Il parle souvent de Figaro dans la recherche. Ouais. Un livre qui rend intelligent, ça va être encore Philippe Roth. C'est Philippe Roth ou Proust. Je suis assez obsessionnelle comme lectrice. Oui. Donc, Philippe Roth, j'ai lu et j'ai relu. Et j'ai découvert à la recherche assez tard. Je ne l'avais jamais terminé. J'avais commencé à 18-19 ans. Et au moment de La prisonnière, je ne comprenais pas cette obsession sur la jalousie. Je l'ai abandonnée presque à la fin. Et pendant des années, j'essayais de retourner. J'y arrivais pas. Je ne faisais pas part des gens qui relisaient Proust. Je faisais partie des gens qui ne l'ont jamais terminé. Et puis, il y a un moment, il y a 4 ans, ça y est, c'était le bon moment. Est-ce qu'il y a un salaud qui vous a fait souffrir et tout d'un coup, parce que vous aviez mal, j'avais vécu, vous avez compris la jalousie? Ouais, j'ai compris l'obsession. Ouais. J'ai compris l'obsession. Vous en parlez dans le livre. Oui, j'ai compris l'obsession. Un livre pour draguer? Un livre pour draguer? Est-ce qu'on drague avec un livre? Disons un livre comme ça, ostensiblement montré dans un train, par exemple. Vous voyez? Ouais, alors souvent je suis un peu gênée quand je lis. Je suis un peu. Je trouve que c'est un truc très intime de lire. Ouais. C'est presque comme faire l'amour. On choisit un livre parce qu'il vous parle, parce que c'est quelque chose d'important, de très intime. Et je crois que je ne draguerais pas avec un livre. Non. Je raconterais des blagues plutôt, non? Un livre que vous regrettez d'avoir lu? Ah, bonne question. Alors, vous qui êtes tout le temps gentille. Alors, il y a un livre très important parce qu'il m'a permis d'écrire. C'était un très mauvais livre qui a été publié par quelqu'un que je connais, qui est un excellent critique littéraire, quelqu'un que j'admirais. Oh merde. C'est pas vous. Ah, ouf, c'est ouf, pas vous. Ouf. Le livre est très mauvais et le ciel ne tombe pas sur la tête. Et je me dis, on peut écrire un livre, c'est pas grave si ce livre est mauvais. Et c'est un truc qui m'a ouvert une porte. Je suis en train de faire défiler les noms des critiques dans ma tête pour deviner qui c'est. Non, je le dirai pas. Parce que mais ça a été très important, cette mauvaise lecture. Ça m'a soulagée. Je dis, c'est pas grave, le livre peut être mauvais, mais on peut y aller, quoi. On verra bien. Non, mais en plus, nous qui publions des livres aussi, ça nous encourage quand les livres des autres sont médiocres. Moi, ce qui est dur, c'est le talent. Ouais. Le talent est humiliant. Non, moi, au contraire, le talent me nourrit. Oui. Quand je lis je suis heureuse quand j'ai un bon livre à lire. Je le mange, je le dévore, ça me nourrit, ça me donne une espèce d'énergie dans l'écriture. Bon, c'est vrai. Mais parfois, ça peut être agaçant. Non, ce qui est exaspérant, c'est quand c'est un livre que j'aime pas, le livre a beaucoup de succès. Là, ça m'énerve. Oui. Ça m'énerve. Un livre que j'aurais aimé écrire. Peut-être La pastorale américaine de Philippe Roth. Oui, je suis un peu... Oui, vous êtes obsessionnelle, là. Je suis obsessionnelle. Ouais. Je suis obsessionnelle pour écrire et pour lire, il faut être obsessionnel, non? Oui, bien sûr, mais la pastorale américaine, c'est pas mon préféré. La beauté, la relation d'amour entre le père pour sa fille, le drame de voir cette fille... Qui devient terroriste. Oui, tu vois, un homme qui n'a pas eu d'enfant comme Philippe Roth, comment il peut écrire avec autant d'empathie? Oui, c'est incroyable. Sur un homme qui aime sa fille à ce point. Il y a un moment dans le livre où il raconte un baiser furtif qu'il lui fait sur la bouche, elle a une dizaine d'années, et il se sent coupable de l'avoir embrassé comme ça, mais comment cet homme qui n'a pas eu d'enfant peut écrire ça? Je trouve ça bouleversant.
Moi, j'aurais aimé écrire Portnoy. Portnoy, c'est génial. La séance chez le psy. Ouais. En fait, pendant tout le livre, il est allongé sur un divan chez son psy à balancer des horreurs les plus sexuelles possibles. C'est très très bien. Alors, 2 dernières questions. Le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie. Le pire livre, c'est le plus mauvais, c'est ce qu'on vous a dit, c'était ce livre qui m'a aidé à écrire. Hein. Oui. Mais moi, je crois au droit du lecteur, c'est-à-dire que après, il y a des mauvais livres qui me plaisent. J'ai un mauvais goût. Par exemple, j'ai lu avec grand plaisir une biographie de Laetitia Hallyday il n'y a pas très longtemps, de Laurence. C'est pas un bon livre, mais c'est pas grave. J'ai un mauvais goût que j'assume. J'aime la pop culture, j'aime les stars déchues, j'aime les stars qui ont des problèmes. Ça fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. Oui, j'aime bien. C'est vrai. Et enfin, la question Fahrenheit 451. Imaginons qu'on habite un monde où les livres sont interdits, ce qui sera probablement bientôt le cas. Quel livre apprendriez-vous par cœur pour le transmettre? Je reviens encore à... Vous devenez ce livre. En fait, vous n'êtes plus Colombe, vous portez comme nom le titre du livre. Ça sera encore un Philippe Roth, ce serait Patrimoine. C'est un livre sur son père. Ouais. C'est un livre sur un homme, c'est un livre sur l'amour. Ça serait Patrimoine de Philippe Roth. C'est un livre très simple, c'est un livre de... Voilà, il raconte son père, hein, il n'invente rien. Et vous-même, vous avez écrit un livre sur votre père, Les guerres de mon père, qui est probablement votre plus beau livre. Merci. Avec celui-ci. Merci Frédéric. Et vous avez lancé une mode, hein. Tout le monde s'est mis à écrire après vous sur son père. Moi-même, Anne Berest, Amélie Nothomb. C'est la grande mode, d'écrire sur... Pourquoi d'ailleurs? Quel était le point de départ? J'avais écrit beaucoup sur des femmes, sur... il y avait des personnages de femmes dans mes livres, sur ma mère, ma grand-mère. Et j'ai eu un père assez extraordinaire qui est mort quand j'avais 23 ans. C'était injuste. Pourquoi il n'y a pas d'hommes? En fait, je pense qu'on m'avait posé la question dans une librairie. Pourquoi il n'y a pas d'hommes? Très, très peu d'hommes dans mes livres. Aucun n'était à la hauteur de ce père. Peut-être, mais voilà, j'étais content d'écrire sur un homme et d'écrire sur les hommes. Je trouve que les hommes sont les sujets absents de la littérature, d'une certaine façon. La littérature telle que je la fais moi, c'est-à-dire une littérature intime, personnelle. Il y a des hommes, des personnages, des aventuriers, des détectives, des policiers, des terroristes, des criminels, mais un homme dans son intimité, finalement, il y a peu de livres, peu de... Mais c'était plus que ça, parce que votre livre parlait aussi de la guerre. Oui. Il parlait aussi de vos grands-parents, de... C'est un homme de cette génération, un homme du XXe siècle, c'est-à-dire ces hommes qui ont été éduqués dans le sens où on ne se plaint pas, on est souriant, on est fort, on a de larges épaules. Mon père a traversé plusieurs guerres. Dès sa naissance, la Seconde Guerre mondiale, et la guerre d'Algérie, comme beaucoup d'hommes de sa génération, et la mort violente de son père, et il n'en parlait pas. Mon père disait, on ne parle pas de choses qui fâchent. Vivait comme beaucoup d'hommes ont appris à l'être, c'est-à-dire on est costaud et on n'a pas d'émotion. Cette génération auquel vous appartenez aussi. Alors moi je dis, c'est une génération de muets, nos parents. Oui. Qui a engendré une génération d'aveugles. Ouais. C'est-à-dire nous qui refusions de voir la guerre et les traumatismes de leur génération. Hein, c'est un peu ça. Oui, et à un moment, il fallait le faire, c'était important de le faire. Hein. J'étais très heureuse de le faire. D'ailleurs, j'en profite pour vous rendre hommage, parce que vous m'avez dit de le faire. Oui. C'est vous qui m'avez dit, écris ce livre sur non seulement sur ton père, mais aussi sur la famille de juifs qu'on a cachés à Pau pendant la guerre. Et ça c'est un peu grâce à vous. Merci si Frédéric. Oui, et pareil, je trouve que c'est votre plus beau livre, ce livre sur votre père, hein, plein de tendresse. Et j'ai une sorte de pitié pour les hommes. Je trouve que c'est tellement difficile aujourd'hui. On leur a appris comme ça, à ne pas pleurer. On leur a appris à être costaud, à pas se plaindre. On a oublié que les hommes sont des êtres humains aussi. C'est très bien que vous disiez ça, parce que c'est une transition parfaite pour parler de Philippe et moi, où au fond vous faites un portrait de Philip Roth. Au départ, il est assez arrogant, c'est l'un des plus grands écrivains contemporains, il est impressionnant, et l'héroïne, Esther, travaille comme jeune fille au pair chez sa voisine et amie, qui s'appelle Francine Duplessis. Et puis,
cette famille parle tout le temps du voisin, Philip Roth, Philippe. Elle entend ce prénom tout le temps. Et vous auriez pu en rester là, c'est-à-dire sur le personnage flamboyant et désagréable. Et puis vous entrez vraiment dans son intimité, vous avez rencontré des proches, vous avez étudié sa correspondance, vous avez vraiment bossé sur ce livre. J'ai bossé, mais je me suis tellement amusée. C'était tellement excitant. J'étais dans l'univers d'un de mes écrivains préférés. Voilà, j'y ai passé 3 ans et j'étais accueillie par ses amis les plus proches qui m'ont parlé, qui ont aimé le projet. J'ai passé du temps dans sa correspondance, j'ai passé du temps dans des manuscrits inédits où il parle de Francine, il parle de... en fait, comme vous avez compris, je suis obsessionnelle, je lis tout sur Philip Roth depuis longtemps. Et il y a 4 ans sort une biographie de Blake Bailey, une biographie vraiment sous le contrôle de Philip Roth. Il l'a contrôlé jusqu'après sa mort. Dans lequel il y a un passage où cette femme que j'ai connue, que j'ai rencontrée, qui s'appelle Francine Duplessis, qui s'avoine dans le Connecticut. Ils habitent à 800 mètres l'un de l'autre, dans une région rurale, assez isolée, où Philip Roth va écrire, mais qui est en fait une région un peu comme le Luberon en France. En fait, il y a plein de grands écrivains qui habitent là. Il y a une espèce de clan autour de Philip Roth qui sont les grands intellectuels new-yorkais, américains, ceux qui nous fascinent tous. C'est marrant d'ailleurs, vous décrivez les dîners. Ils ont tous un peu le même genre de maison qui ressemble à des granges, un peu bobo, améliorés, quoi. Faussement ruraux. Voilà, ils sont là, on vit à la campagne, mais on est quand même entre nous. Il y a une espèce de clan. Et donc je lis ce livre. On parle de Francine et de la haine qu'il liait Philip Roth, c'est cette femme pendant 40 ans. 40 ans de haine, c'est pas rien. Là, on peut détester quelqu'un. Au départ, elle le déteste pas. Parce alors, elle aime bien sa femme. Elle l'aime. Elle est amoureuse de lui. Oui. Voilà. Oui. Elle est la meilleure amie de Claire Bloom. Elle devient la meilleure amie de Claire Bloom, la femme de Philip Roth. Donc elle est dans ce clan. Elle, c'est une femme, une Française, une femme polyglotte, très intelligente. On pourrait croire une sorte de Madame Verdurin si on était méchant. Elle est très snob. Elle est très fière de sa famille. Elle a un pédigré, comme on dit. Son beau-père est Alexander Lieberman, qui est le patron de Condé Nast aux États-Unis pendant des années. Elle écrit dans New Yorker. Elle écrit dans le New York. C'est une très bonne journaliste. Mais c'est une femme aussi assez frustrée. Elle aimerait être considérée comme une grande intellectuelle, une romancière, ce qu'elle n'est pas. C'est pas une bonne romancière. Et au départ, ils sont amis. C'est elle d'ailleurs qui lui trouve sa maison dans le Connecticut. Ils ont un lien. Et toutes les années de 70, 80, 90, ils sont liés jusqu'au divorce de Philip Roth et Claire Bloom, où là, c'est la catastrophe. Oui. Là, il va l'accuser de plusieurs choses. Et ce lien dans la biographie, elle est évacuée en quelques pages. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose, là, il y avait quelque chose à raconter. J'ai commencé à la lire et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était une femme très intelligente, très intéressante. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce clan, d'avoir été accueillie. Voilà, pardon. Esther, elle a 19 ans, elle est engagée comme jeune fille au père chez Francine, elle rencontre tous ces gens. Ça, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Vous n'avez jamais été dans le Connecticut à cette époque-là ? Alors, il y a une phrase géniale dans la correspondante de Philip Roth que j'ai trouvée, qui s'adresse à ses parents. Il leur dit, maintenant vous avez compris ce que j'écris, et à moitié vrai, à moitié inventé. Voilà. Oui, bon alors donc là... À moitié vrai inventé, je n'ai jamais été jeune fille au père à 19 ans chez Francine Duplessis. Je suis très déçu, parce que vous m'avez fait marcher, j'ai même cru que vous aviez peut-être eu une aventure avec Philip Roth. Mais peut-être que c'est vrai. Alors, parce que c'est peut-être dans la partie vraie ou la partie inventée. Ce qui est génial dans cette lettre, c'est qu'il donne des exemples dans un de ses romans. Il dit, voilà, cette phrase-là, papa, tu l'as dit, mais je l'ai mis dans la bouche de ce personnage-là. Cette situation, on l'a vécue ensemble, mais je l'ai transformée. Vous êtes romancier, je vais dire Philippe. Oui, merci. Vous pouvez continuer à dire Philippe pendant toute l'émission, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire que dans une phrase, et c'est la joie du romancier, c'est de mentir et d'inventer. Donc je ne m'en suis pas privée. Oui. Voilà, je ne me suis pas privée. Oui. Et c'est vrai que du coup, on ne sait plus et on a envie d'y croire. Voilà, on a envie d'y croire. Depuis sa mort, en 2018, Philip Roth donc, inspire pas mal d'écrivains. J'ai cité Mark Wetzman, mais il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi est-ce qu'il est encore plus présent et urgent aujourd'hui, en 2026 ? Et pourquoi faut-il lire Philip Roth ?
Aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis est assez catastrophique. Oui. C'est catastrophique. On rentre, on a l'impression de rentrer dans un monde totalitaire. On ne peut plus marcher dans les rues de New York, des États-Unis sans se faire arrêter par ICE. Et ce monde, il l'a décrit. Ce monde au bord de la catastrophe, il l'a décrit dans plusieurs de ses romans. Le complot contre l'Amérique. Le complot contre l'Amérique, oui. Par exemple. Cette crainte de la censure, quelle qu'elle vient, de la gauche ou de la droite d'ailleurs, oui. de ce qu'il appelait le politiquement correct, mais qui vient à gauche et à droite, oui. la censure des livres. Tout ça, il l'a annoncé. Comme grand romancier, il a un don de préscience, de prémonition extraordinaire. Il a fait l'histoire des États-Unis à travers des romans. Il a fait l'histoire des États-Unis au XXe siècle à travers ces grands romans qui sont la pastorale américaine, qui sont le complot contre l'Amérique, qui sont Opération Charlie. Enfin, il a raconté cette Amérique et ses débordements et cette violence. Ouais. Et surtout, ce qui est fascinant, vous venez de le dire, mais il était à la fois anti-woke. Parce que La Tâche, c'est le premier grand roman contre la cancel culture, on peut le dire, avec un professeur d'université qui est complètement, qui perd son boulot, qui perd sa femme et tout ça. Et puis, le complot contre l'Amérique, contre le fascisme américain, contre la tentation de la violence, de la force. Et donc, du coup, il va partout. D'ailleurs, il était. Cette difficulté, c'est qu'on ne pouvait pas le cadrer politiquement. Voilà. Il était contre toute morale. Il n'était pas. Mais il montrait une vie, une Amérique dans laquelle cette obsession de la pureté était Les gens applaudissent, hein. Les gens applaudissent quand vous parlez. C'est tellement... Non, je précise qu'il y a à côté de nous Natacha Polony et Eugénie Bastier qui sont applaudis également, voilà. Mais en fait, cette obsession de la pureté, il montre combien elle est destructrice aux États-Unis et partout dans le monde. Voilà, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, je pense que c'est important de lire Philip Roth pour cette raison-là, parce qu'on peut à la fois être contre le totalitarisme d'extrême gauche comme celui d'extrême droite. Voilà, on peut essayer d'être entre les deux. Et voilà, la pureté de la pensée, elle est impossible. Oui. La pureté de la pensée est impossible. Oui, d'ailleurs, vous ne faites pas de morale dans le livre. Et puis, il y a souvent cette capacité à faire parler des personnes avec qui il n'est pas d'accord. Et ça, c'est extrêmement important, voilà, de la conversation avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord et qui aujourd'hui est tellement difficile. Moi, j'adore parler, j'adore vous parler parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Jamais. Ça nous arrive. Et tant mieux. Et ça, c'est très important, cette conversation. Et puis, comme vous le dites, voilà, c'est pas un écrivain de la morale. Moi, je déteste la morale. Je déteste les gens qui me font de la morale parce que je suis pas quelqu'un de parfait, je suis pas quelqu'un de pur. Je me suis pas toujours bien comportée. J'ai des mauvaises pensées. Il m'arrive de mentir, de tricher, de tromper. Alors justement, je vais vous faire lire un paragraphe où vous définissez un peu votre projet avec ce livre. C'est ce que j'ai entouré là. Bonne chance. J'étais prise, je voulais savoir. J'allais écrire un roman dans lequel j'utiliserais à ma guise un des plus grands écrivains de son temps. Jusqu'à présent, je m'étais contentée de rester à ma place. Il avait fallu une soirée en compagnie d'intellectuels américains qui m'a offert 3 heures durant l'illusion d'être des leurs pour m'imposer désormais avec arrogance. La peur de déplaire, l'angoisse de rater, de ne pas être à la hauteur, le souhait d'afficher une modestie bienséante, que jusque-là me corsetait, ajoutait au contraire des couches à l'excitation. Lui de me freiner, il me provoquait. J'écrivais des petits livres avec des mots simples, des phrases transparentes, quand lui vous cannibalisait dans une prose charnelle, opulente, explosive, vigoureuse, foisonnante. Pourtant, j'étais pressée, je voulais y aller, m'y confronter. Oui, en fait, c'est vrai que je pense que c'est un peu... Je dirais que ce qui est intéressant avec Philip Roth, c'est qu'il a écrit probablement ses meilleurs livres après 60 ans. Ouais. Je ne connais pas votre âge. J'en suis pas loin. Mais je pense que là, vous êtes à un tournant. Vous avez fait beaucoup de petits livres qui avaient du charme, et puis ensuite les livres importants sur votre père. Mais quand même, là, vous franchissez un cap. Et en plus, c'est consciemment, c'est volontairement. Merci. Mais effectivement, il y a eu... ça a été un professeur de littérature extraordinaire. Je ne sais pas si on va parler des scènes de sexe, par exemple, dans le livre, qui sont très difficiles à... J'avais essayé d'écrire il y a quelques années
un livre avec des passages érotiques et je me souviens que mon éditeur Mal Carcassonne m'avait dit c'est tellement mauvais qu'à ta place je le ferais lire à personne. Et il a été un professeur, voilà. Il m'a montré la technique. Là, Philip Roth drague Esther, donc qui est la narratrice, qui a 20 ans, au bord de sa piscine. Et il lui dit, il y a quelque chose du genre You want to play a game? Un truc comme ça. Alors, juste, je dois préciser. Ça marche, ça? C'est toutes les phrases de Philip Roth sont réelles. Ou, par exemple, là, pour la sexualité réelle de Philip Roth, j'ai utilisé un livre d'une playmate qui a une histoire d'aventure sexuelle avec elle. Et j'ai utilisé le vocabulaire qu'elle utilise de la part de Philip Roth dans ce livre. Pour venir à mon écriture, j'ai habité aux États-Unis quand j'avais une vingtaine d'années. Et c'est la littérature de Philip Roth et la littérature américaine, c'est l'endroit où je me sens bien. Oui. Où tout ce qui pourrait me corseter, mais là, vous vous êtes lâché. Hein. Je me suis lâchée, ouais. On est aux 200 ans du Figaro, c'est le Figaro Télé. Donc, je ne vais pas pouvoir citer les pages les plus hot, mais il y en a. Hein. Je me suis laissée porter par quelque chose. Enfin, il y a plusieurs choses qui m'ont porté. Effectivement, pendant toute l'écriture, je relisais Roth et qui m'a permis, il a une énergie dans ses phrases qui m'ont porté. Mais c'est passé autre chose, c'est que j'ai des livres qui ont été publiés aux États-Unis pour la première fois il y a 3 ans, et j'ai été accueillie par le monde littéraire américain, celui que je lisais, celui que je lisais dans le New Yorker et ailleurs, et qui m'ont accueillie comme l'une des leurs. Voilà, et ça a été non seulement c'est très agréable, mais ça vous a désinhibé. Mais il y a eu ça, quelque chose de cet ordre-là. Oui. Je me voyais comme une mignonne petite écrivain, charmante, comme vous disiez. Ce n'est pas. Enfin, Mauriac avait dit de Sagan qu'elle était un charmant monstre. Hein. D'abord, je vieillis, donc je suis moins mignonne, peut-être quelque chose de moins mignon. Non. En tout cas, ça a peut-être moins d'importance. Mais quelque chose qui m'a porté dans les critiques que j'ai eues, dans le. Oui. Et puis. Et puis de ce qu'on me disait, dire que c'est quand même très immodeste d'écrire sur Philip Roth comme personnage romanesque. C'était vraiment un projet qui. C'est un tel hommage, c'est un tel hommage, sans cacher sa misogynie parfois, sa lourdeur, le fait qu'il drague tout ce qui bouge autour de lui, qu'il trompe sa femme tout le temps. Enfin, je veux dire, il apparaît comme un personnage. Pas du tout parfait, hein. Ce n'est pas un homme parfait. Heureusement, c'est un être humain. Nous sommes faillibles. Oui. Vous comme moi, surtout moi. Moi aussi. Il y a d'ailleurs, vous savez que j'avais vu un grand papier dans le Nouvel Obs, et le titre c'était « Faut-il canceller Philip Roth ?» Ça veut dire que des gens très sérieux se posent la question, est-ce qu'on a encore le droit de le lire? Est-ce qu'il n'est pas trop scandaleux? Est-ce que toutes ces histoires de sexe entre un télo new-yorkais, est-ce que ça n'est pas toxique? Et vous dites plusieurs fois dans le livre que ça peut lui avoir coûté le prix Nobel. Oui, c'est ce qu'on dit, mais ça montre un homme tel qu'il est. Voilà. Il avait une sorte d'addiction sexuelle, je pense que ce n'est pas le seul. Il montre les êtres humains tels qu'ils sont. Antipathique, odieux, frustré, dans une vie qui parfois n'a pas de sens, qui est injuste, mais telle que la vie est, telle que nous sommes. Il y a un passage dans le théâtre de Sabbat qui est magnifique. Oui, Philip Roth dans la vie a eu une maîtresse pendant une quinzaine d'années ils avaient tous les deux une forte attirance sexuelle. Et il l'a décrit, ce livre est un hommage à cette femme qu'il a aimée pendant longtemps. C'est une femme qui a une 50aine d'années et il raconte l'étoile de mer qu'il a sur la poitrine, elle est ridée. Et combien il les décrit avec beaucoup de tendresse, d'amour et de désir. Est-ce qu'un homme qui est misogyne peut décrire une femme de 50 ans comme ça? Je ne crois pas. D'ailleurs, le théâtre de Sabbat est un chef-d'œuvre romantique, puisque le fameux Mickey Sabbat, le héros, à la fin, se caresse sur la tombe de sa maîtresse. Oui. Ce qui est beau quand même. C'est un très beau roman d'amour. Le héros est dégoûtant, et d'ailleurs Philip Roth disait cet homme dégoûtant me ressemble. Et si je le connaissais, je ne le fréquenterais pas. Je ne suis pas fréquentable. Je ne suis pas un homme fréquentable.
C'est à vos risques et périls, ouais. Vous voyez, dès qu'on parle de sexe, il y a plus de monde qui arrive. Vous voyez, c'est étrange. Hein. Ça nous intéresse tous, ouais. Alors, cela dit, Philippe Roth n'a jamais été cancellé, il n'a jamais eu le prix Nobel, mais son biographe, lui, l'a été. Oui. Vous parlez de lui, Blake Bailey, oui. Qui a vraiment vécu une mort sociale suite à des accusations d'étudiantes. C'est terrible parce que ce livre... C'est comme si, au-delà... Philippe Roth est quelqu'un qui contrôlait. Hein, il a contrôlé ses femmes, il a contrôlé son biographe, il contrôlait ses amis. Il ne supportait pas la moindre critique sur ses livres. J'ai parlé des critiques. La moindre critique, les critiques eux-mêmes, ils pouvaient être cancellés par Philippe Roth. Voilà. Ouais. Et une amie m'a raconté qu'elle avait osé dire dans un article du New York Times faire une allusion à l'obsession sexuelle. Voilà. Et elle a été désinvitée. Ah oui. Bref. Vous l'avez rencontré ou pas? Alors, attends, je termine sur... C'était la question piège. Il y a votre attaché de presse qui surveille. Alors, attends, on était sur une question qui était hyper intéressante, vous m'avez fait perdre le fil. Sur Blake Bailey. Blake Bailey. Et donc, il contrôle cette biographie, et ça pourrait être un roman de Philippe Roth. C'est-à-dire que cette biographie fait la une de tous les journaux, du New York Times, du New Yorker, partout, on admire cette biographie. Et du jour au lendemain, cette biographie est interdite. C'est un roman de Philippe Roth. Oui, c'est vrai. Comme si c'est un roman qui contrôle. Voilà, c'est un roman qui contrôle au-delà de sa mort. Et alors, il faut préciser que donc sa femme, qui a été sa femme pendant 18 ans, Claire Bloom, qui était une grande actrice, qui a joué dans Limelight de Chaplin, 1952, elle a écrit un livre sur lui, terrible, qui s'appelle Leaving a Doll's House. Quitter la maison de poupée, qui n'a pas été traduit en français, qui pas un très bon livre, mais que j'ai lu évidemment, mais c'est une femme qui est quittée au bout de 18 ans d'une histoire d'amour, comme elle me l'a dit, c'était le love affair. C'était une histoire d'amour. 15 jours avant de la quitter, il lui disait: tu es la chose la plus précieuse de ma vie. Et il la quitte, il fait une dépression, il la quitte. Et ça n'a pas de sens pour elle. Comme d'ailleurs dans le roman de Philippe Roth, les histoires d'amour n'ont parfois pas de sens. Et elle écrit ce livre pour se sauver, pour donner un sens qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Elle a été très très dure avec lui. Elle le raconte tel qu'il est, c'est-à-dire... alors, dans le livre, elle raconte qu'il drague une amie de sa fille. Elle raconte tel qu'il était. C'est un livre assez triste d'ailleurs. Oui. Hein. C'est un livre d'un amour déçu, d'une femme qui l'aime toujours et qui espère d'une façon complètement contradictoire et le retrouver et raconter qu'elle est toujours là. Quoi. C'est un livre. Et vous semblez induire que ce livre aurait été coécrit par son amie Francine Duplessis. Il accuse Francine Duplessis d'avoir coécrit ce livre. Je crois que c'est absolument faux. Oui. Et ce livre, il pourrait l'oublier, il aurait dû l'oublier. Mais il va y répondre de deux façons. D'abord dans un livre qui s'appelle « J'ai épousé un communiste », qui n'est pas la meilleure livre de Philippe Roth, où il transforme sa femme en une actrice très narcissique, omnibulée par sa célébrité. Mais il y répond surtout dans un texte extraordinaire, qui est un texte de 600 pages, qui n'a pas été publié, mais que j'ai pu lire. Vous avez pu le lire, mais où est-ce qu'il est, ce texte? Alors, il est à l'université de Princeton. Il est accessible si vous y allez. On ne peut pas le citer, mais on peut le lire. Et qui est une rumination contre Francine et Claire. Oui. Et c'est du Philippe Roth qui n'est brut. Oui. Voilà, c'est lui tel qu'il est, qui rumine cette histoire. Donc il a énormément souffert aussi à cause du livre et de la séparation avec Claire. Ouais. Donc, c'est un livre de souffrance. Mais on a envie de dire, mais Philippe, arrête, calme-toi, oublie ça. Enfin, mais alors, vous dites, il y a un passage magnifique. Je vais vous le demander de le lire aussi et de le lire lentement. Parce que vous avez tendance à parler vite. Je sais, je vous connais depuis 40 ans. Hein. Donc lisez lentement parce que c'est très beau ça. C'est un peu la morale du livre, ce qui n'en a pas. Un homme, Philippe, et une femme, Claire, ont vécu ensemble 18 ans. Ils parlaient la même langue. Ils sont deux étrangers qui n'ont rien de commun, sauf cette maladie du corps et de l'âme, drogués, une addiction à cette merveilleuse fiction que fabrique l'esprit, qui transforme les faits et les personnages, leur impose ce sentiment incontrôlable, sauvage, injuste, qui rend aveugle et sourd, embellit, maquille, s'oppose à la démonstration, à la raison, à la logique, et que l'on nomme communément l'amour. Je suis désolée. Mais non, c'est très beau. Ouais. C'est ça. Parce que souvent, on essaie de définir l'amour. C'est très compliqué.
personne n'y parvient jamais. Là où vous approchez de la définition, cette chose, cette addiction, vous dites une addiction déraisonnable, incontrôlable. On l'a tous connu. Oui. On l'a tous connu, cette addiction. Et vous racontez en fait une histoire, tout simplement une histoire d'amour dans ce livre. Ces gens s'aimaient. Ils pouvaient pas se blairer, ils s'engueulaient tout le temps. Mais c'est parce qu'ils s'aimaient. 40 ans de haine, c'est aussi 40 ans d'amour. Bien sûr qu'il l'aimait. Bien sûr qu'il l'aimait et qu'elle l'aimait, oui. Je reviens à la question un peu d'actualité, pas d'actualité, mais dans l'air du temps. Pensez-vous qu'il a eu de la chance, Philip Roth, de mourir en 2018, c'est-à-dire 1 an après MeToo, et que s'il avait vécu un peu plus longtemps, il aurait eu des gros soucis? Alors, c'est évidemment un homme du XXe siècle, un homme de son temps. C'est un homme qui rentrait dans une fête, il avait 70 ans, il repartait avec une fille de 25 ans, c'était pas du tout un problème. C'est un homme qui ne s'empêchait pas, si on reprend les mots de Camus. C'est un homme qui n'avait pas conscience de son pouvoir, de ses privilèges d'intellectuel, Plus que ça, il utilisait son pouvoir, sa notoriété pour draguer des jeunes filles, quoi. Son humour, son intelligence, il avait une grande attention, il avait une grande séduction parce qu'il avait une grande attention à l'autre. Vous savez, une grande clé de la séduction, je vous dis comment on drague une fille, il faut lui poser des questions, il faut s'intéresser à elle. Hein. Oui. Il savait le faire. C'est quelqu'un qui écoutait, qui savait écouter de façon intense. Non, puis il est assez drôle. La première fois qu'il rencontre Esther dans un dîner mondain, très snob, il dit « Où avez-vous acheté cette fille ?» Il était très drôle. Il était très drôle. Je ne sais pas si on peut encore faire ce genre d'humour aujourd'hui, mais... C'est un homme du 20e, c'est pas un homme d'aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, je pense que ça aurait été peut-être catastrophique. Il n'a jamais utilisé de violence. Il a utilisé son pouvoir, son privilège. Oui. On passe au jeu devine tes citations. Ok. Je vous pose des questions, je vous cite des phrases qui sont de vous, et vous, ou peut-être pas. D'accord. Et vous devez me dire d'où ça sort. Ok. Quand on généralise la souffrance, on a le communisme. C'est Philippe Roth, extraordinaire. Quand on généralise, quand on personnalise la souffrance, on a la littérature. Cette phrase, je la cite tout le temps. Tout le temps. Je l'adore. C'est ce que j'ai essayé de faire. Vraiment, encore une fois, c'est une des phrases qui m'a porté pendant le livre. Je pense que même dire c'est le début de la dictature. Dès qu'on dit les femmes, les hommes, c'est une forme de dictature. Vous n'êtes pas les hommes, je ne suis pas les femmes. Non. Et là, c'est vrai qu'en suivant ce destin très précis, particulier, vous arrivez à mieux parler des hommes et des femmes que si vous faisiez un traité de sociologie. Alors je précise la citation, donc cette citation, quand on généralise la souffrance, on a le communisme, quand on particularise la souffrance, on a la littérature. Elle est dans J'ai épousé un communiste, un roman de Philip Roth en 1998. Autre phrase, j'étais dans l'innocence de ce monde-là. Est-ce que ça ressemble à une phrase que j'aurais pu écrire dans Les guerres de mon père ? C'est dans la réparation. C'est dans la réparation, c'est une espèce d'amnésie volontaire de ne pas vouloir regarder la réalité. C'est tellement dur. Il y a un philosophe français que j'adore qui s'appelle Clément Rosset, qui a écrit un livre qui s'appelle Le réel et son double. Et il dit qu'on est tous dans une sorte de fiction parce que la vérité est tellement cruelle. Et il donne un exemple génial. Il parle d'une pièce de Courteline qui s'appelle Boubou Roche. Boubou Roche est un homme du 19e qui a une maîtresse dans un appartement et quelqu'un lui dit « cette maîtresse te trompe », il va la voir et bien sûr il y a un amant dans le placard. Et il s'énerve, elle lui dit « mais si tu m'avais écouté, je t'aurais dit une très bonne raison pour laquelle cet homme est caché dans le placard. » Mais comme il est amoureux, il la croit. Et il dit, on est tous là, on voit un amant dans le placard, ou on a vu un amant dans le placard, mais si ça ne nous arrange pas, si c'est trop cruel pour nous, on ne va pas le voir. Oui, mais et là, c'est ce qui se passe. Oui, alors, c'est pas un amant dans le placard, dans la réparation et dans les guerres de mon père, c'est la Shoah. Oui. C'est la pire catastrophe. C'était le amant dans le placard de ma famille. On n'en parlait pas, ça n'existait pas. Et je ne voulais pas savoir. Je me disais, si je sais, quand ma mère me dit... si j'ai un jour tué une fille, est-ce que tu pourrais... Elle me posait cette question, mais avec comme si elle l'avait tuée, comme si elle était coupable. Hein. Elle est cachée à moitié derrière une porte. Si jamais tu es une fille, est-ce que tu donnes comme second prénom? Tu dis ça, Salomé, ma cousine, il ne reste rien. Je dis oui, mais je ne lui demande pas qui cette cousine, il ne reste rien. Je ne veux pas savoir, j'ai trop peur. Mais quel a été le déclic qui fait qu'un jour, vous avez voulu désobéir à vos parents qui se taisaient?
Et vous, vous en avez eu marre du silence. Ça a été un long. Je l'ai fait même en me voilant la face, en regardant en arrière. Je l'ai fait de façon presque involontaire. J'y allais sans réfléchir. C'est ça qui m'a permis. Il y a eu des choses, bien sûr. C'est par exemple aller dans le dossier de naturalisation de mes grands-parents. Mes grands-parents paternels venaient de ces pays qui n'existent plus. Ils venaient de Transylvanie, de Bessarabie. Enfin, bon. Et ils sont devenus français en 1921. J'avais envie de raconter comment je suis devenue française et comment à travers la littérature française. Et je suis allée dans le dossier de naturalisation. Il y avait le tampon de la commission de dénaturisation de mars 42. Est-ce qu'on va leur envoyer supprimer la nationalité française parce qu'ils sont juifs? Et là, je ne suis pas faire l'économie de cette histoire. Voilà, je dois aller voir. Et cette histoire juive, elle ne m'intéressais pas officiellement. J'étais moi. C'est votre point commun avec Philip Roth. Philip Roth ne voulait pas être un écrivain juif. Ça l'emmerdait. Et finalement, il ne parlait que de ça. Exactement. Ce qui compte, c'est la langue qu'on écrit. Il écrit en anglais. Moi, j'écris en français. Je suis une écrivain de langue française. J'aime la littérature française. C'est celle qui m'a fait de moi une française. C'est cette littérature. Donc, cette histoire des Juifs, ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais, voilà, et je ne fais que ça. C'est-à-dire, livre après livre, ça revient. Je ne peux pas y échapper. Oui, mais c'est ça qui est beau. Ouais. Et puis c'est la fin de l'amnésie aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand vous m'avez conseillé moi de m'intéresser aussi à cette question-là dans ma famille, même si moi je ne suis pas juif, mais on a caché une famille, et ça m'a permis de les rencontrer. Et vraiment, et vous aussi, vous avez rencontré les descendants des familles qui ont sauvé ou qui ont caché une partie de la vôtre. Mon père, j'ai rencontré, c'était très émouvant. J'ai rencontré un homme qui tapissier à Périgueux. Il m'a dit, vous êtes la fille de Gilbert. Et des fois qu'il avait vu mon père, il avait 10 ans, ils étaient en 1942 tous les deux, et mon père est dormir chez lui les soirs de rafle. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique, et je pense... Oui. Et d'ailleurs, je pense que la Shoah est un événement qui prouve que la réalité peut dépasser toute fiction. Tout ce qu'on peut imaginer, en fait, est inférieur à la réalité. Et on le voit en ce moment, mais ça, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'à l'époque, personne n'a vu venir ou n'a imaginé que quelque chose comme ça allait arriver. C'est ça aussi. Il faut se replacer dans ce contexte-là. C'était inimaginable et documenté. Mais encore une fois, ce sont partie des faits qu'on ne veut pas voir parce qu'ils sont trop douloureux, trop cruels, trop inhumains. Pour revenir à cette amnésie, je pense que aussi, si je lis Philip Roth quand j'ai 16 ou 17 ans, ce qui me plaît tant, c'est que les Juifs sont la Shoah. Et donc, cet humour, cette arrogance, cette façon d'être mal élevée... Les Juifs new-yorkais, voilà. Oui. Qui sont mal élevés, qui sont grossiers, qui ne sont pas discrets. Nous, en famille, on était modestes et discrets, on rasait les murs. Quoi. Toujours en train de s'excuser. Voilà, on s'habille en bleu marine, et et là, c'est le contraire. Voilà, on parle de masturbation, on est mal élevé, on est grossier, on parle de constipation, et c'est ça qui me plaît. C'est la grande différence, oui. Alors, autre citation. Francine et Philippe finirent presque par coucher ensemble. Bon, c'est facile, c'est dans le dernier. C'est chez moi. Alors, ce qui est marrant, c'est que avant de finir ce livre, je rencontre Steven Zilberstein, qui est une nouvelle biographie de Philip Roth, qui vient de sortir aux États-Unis, chez Yale University Press, et je lui raconte mon projet. Et il me regarde, il me dit, il la détestait, et puis il me dit, mais j'ai la preuve, ils ont couché ensemble. J'ai un fax qui prouve qu'ils ont couché ensemble. Ah oui. Voilà. Bon, donc, en fait, votre intuition était la bonne. Oui. Autre phrase. Si vous l'aviez connu, vous n'auriez rien pu deviner. Son regard était toujours doux, souriant. Ça, c'est mon père dans les guerres de mon père. 2018. Une dernière. Mais là, il faut mettre mes lunettes, malheureusement. Nos pensées sont délirantes. Et quand elles concernent l'amour, qui est la sorte de délire le plus commun, tout est possible. Ça, c'est éventuellement moi-même. C'est ça, c'est vous-même, c'est vous-même. Et j'aime beaucoup cette phrase. C'est qu'en gros, comment dire, l'amour est le délire à la fois le plus banal et le plus extravagant. Oui, on a une forme de fiction, on invente l'autre, on la met à son image, c'est une magnifique fiction. Et parfois, elle rejoint la réalité. Ça arrive. Je suis censé vous demander maintenant... Ah oui, voilà, mais on est viré.
C'est dommage, c'était Oui, bien. c'est dommage, c'était bien. J'aurais bien aimé continuer. Oui, excusez-nous. On peut faire le questionnaire. Est-ce qu'on a le temps de faire le questionnaire? Le questionnaire de Bec BD. Oui. Bah oui, mais je l'ai pas. Il est dans mon téléphone. Vous vous souvenez de mes questions? Alors attends, il y avait. Il faut me scroller. Ah oui, alors oui, ou- non, je m'en souviens. Ouais, Alors, qu'est-ce que vous diriez à un jeune Ouais. pour Oui. qu'il arrête de scroller sur TikTok et qu'il lise Philippe et moi de Colombe Schneck? Il va s'amuser, il va apprendre des choses sur l'amour, le sexe, choses qui sont importantes. Il y a son tout âge. ça sur TikTok. Il n'y a pas tout ça. Non. En vrai, non. Là, il y a vraiment. Il y a des techniques. Il y a des techniques. Ah, dans votre livre, il y a des techniques. Oui, c'est vrai. Bah, Oui, il y a des techniques. c'est technique. C'est précis. En fait, j'ai compris que pour pas écrire sur le sexe, il faut le faire avec une espèce de distance et une froideur. Voilà. Si vous mettez des jolis mots, etc., ça ne marche pas. Ça, c'est pas. Ouais. Il faut raconter précisément comment ça marche. Que savez-vous faire que ne sait pas faire ChatGPT? Je vais faire un bon pot-au-feu. Ah, ben ça, c'est énorme. Ouais. Cela dit, les IA vous donnent la recette. Oui, mais moi c'est je le pas fais. pareil. Je le fais, je Oui. le sens, je le Oui. goûte, je le mange. Oui, oui. Ouais. Pensez-vous qu'un écrivain, ça doit être gentil? Non. Alors, il peut être gentil dans la vie, hein. Je trouve Oui. que c'est important d'être aimable et d'être à l'écoute. Mais les personnages gentils, j'en peux plus. Genre que dans la littérature écrite par des femmes, il y a beaucoup de personnages femmes qui sont gentils. Hein. Ah. Délicates. Et ça, vous en avez marre? Ça m'exaspère. Mais écrivez-le. Dites-le dans le Figaro, madame. Délicates. Ouais. Le pire défaut qu'elles ont, peut-être, c'est qu'elles sont maladroites et charmantes. Je supporte plus ça, Oui. ce personnage Oui, oui. gentil. Oui. Nous, les femmes aussi, on est des êtres humains. Voilà. On aussi, Oui. on a des défauts. Oui, il y a un monsieur qui est d'accord. Qu'est-ce que je voulais savoir? Est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste? Par exemple, dans le cas de Philip Roth, est-ce Voilà. qu'on s'en fout de sa biographie pour pouvoir le lire? On peut le lire indépendamment de sa Oui, vie? absolument, il faut séparer l'âme de l'artiste. Non, absolument pas, il faut absolument pas séparer l'âme de l'artiste. Ah, les deux. Les deux, D'accord. les deux. Enfin, je veux dire, c'est quelle question, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? La littérature, ce que nous sommes, c'est au-delà de ça, quoi. C'est plus compliqué que ça. On est puis cette idée qu'on doit être bien, qu'on doit être moral, qu'on doit être pur, qu'on doit être. Non, on peut être quelqu'un de bien, encore une fois, essayer d'être bien dans la vie, Oui. mais on peut être bien dégueulasse par écrit. Et c'est même important, C'est on doit écrire sur ce qu'il y a de dégoûtant, on doit écrire sur ce qu'il y a d'honteux. Il y a des écrivains de gauche que j'aime beaucoup, qui sont Édouard Louis et Annie Ernaux, et qui disent il faut Oui. écrire sur nos hontes, sur ce qui nous dégoûte. Ce que disait aussi Flaubert, enfin, c'est essentiel, sinon à quoi écrire? Oui. Si c'est pour écrire sur des jolies pâquerettes, je vois pas l'intérêt. Êtes-vous heureuse? Je suis très heureuse. J'en reviens pas de la liberté que j'ai. J'en reviens pas que je sois là à écrire, à vous parler, à lire, et que personne ne me dise c'est le moment d'arrêter, de rentrer à la maison. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse d'être libre. Et je crois que c'est ça a été le grand combat De votre vie? de ma vie. Quoi. Ça y est, j'y suis. C'est vrai. Ouais. Mais bravo, mais ça se voit, je trouve. Ouais. Merci infiniment, Colombe, Merci d'être venue. Frédéric, Merci c'était beaucoup. chouette. Et on l'applaudit. Merci. Bien sûr, vous pouvez y aller pour une fois qu'on est en public. Parce Merci. que d'habitude, chez La Pérouse, on est seul, il n'y a personne. Oui, mais il y a un joli décor quand même, c'est joli. Oui, vous critiquez le décor du Figaro, Pas votre du tout, employeur? Pas du tout, pas du tout. Merci. Merci à Et bien sûr, comme chaque semaine, je vous rappelle que lisez des livres, sinon vous mourrez idiot. Bonsoir. Et triste et seul, et abandonné. Seul et abandonné.